Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blesses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre webinaire Un métier d'exception. Alors aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir l'adjudant de Nancy, qui est manipulatrice en électroradiologie à l'hôpital militaire Percy. Mais avant de l'accueillir, je voulais vous redonner quelques éléments. D'abord, vous rappeler que Major Blessings, c'est le moyen d'aller échanger avec des professionnels pour découvrir les métiers de l'intérieur. Et notamment, on a la chance d'avoir 50 professionnels du service de santé des armées que je vous inviterai à aller voir si l'échange qu'on a avec Nancy vous donne envie de poursuivre les échanges et d'en savoir plus. Vous verrez, il y a énormément de métiers de la santé qui sont représentés et ça sera l'opportunité pour vous de pouvoir échanger avec eux. Pendant ce webinaire, et je vois que vous êtes certains à me faire des petits coucous. Donc bonjour à Maxime, bonjour Jules, bonjour à Philippe, bonjour Astrid, bonjour Anna, bonjour Anne et bonjour tout le monde parce que voilà. Je voulais aussi vous expliquer comment allait se passer ce webinaire. Pendant 30 à 40 minutes, on va d'abord échanger avec Nancy pour comprendre un petit peu déjà comment elle en est arrivée à travailler aujourd'hui à l'hôpital militaire Percy, quel a été son chemin, et quelles sont les études qu'elle a faites, comment ça se passe pour elle au quotidien, quelles sont ses missions, qu'est-ce que ça veut dire que de travailler au sein du service de santé des armées. Donc tous ces sujets-là, on va les traiter en première partie. Et en deuxième partie, c'est vous qui allez avoir la main et c'est vous qui allez pouvoir poser vos questions à Nancy. Donc pour ça, je vais vous demander d'aller dans l'onglet questions, de poser une question en précisant bien votre prénom, votre âge, les études que vous suivez et suivi de votre question. Ça va me permettre de contextualiser votre question pour que Nancy sache un peu mieux qui vous êtes et puisse y répondre le mieux possible. Donc n'hésitez pas. Là, un point important aussi, allez voter pour les questions, puisque en fait, après, il y aura sans doute trop de questions par rapport au temps disponible. Donc je prendrai les questions qui sont les plus votées, et puis j'irai vers les questions qui sont le moins votées. Donc voilà, si tout est clair pour vous et qu'on peut se lancer, je vais inviter l'adjudant Nancy à me rejoindre. Bonjour Nancy. Bonjour, normalement. C'est Bonsoir parfait. Émilie, ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Bon, ben, on est Bonsoir à ravis de vous voir. Bonjour Nancy. Les jeunes vous disent bonjour aussi et sont contents de vous voir. Moi, je suis extrêmement heureuse de pouvoir échanger avec vous, Nancy. Je suis désolée, il y a Je suis un très écho contente par contre, aussi. Nancy. Oui. Euh, et de pouvoir découvrir votre parcours qui est assez incroyable. Ce que je vous propose peut-être pour commencer, c'est de reprendre au moment où vous avez passé votre bac et de savoir un petit peu quelles étaient vos idées à ce moment-là et comment vous avez voulu orienter votre carrière. Ça marche. Là, vous m'entendez bien? Ça va? C'est parfait. Ok. Alors, je suis originaire de la Guyane. Je suis née là-bas et j'ai grandi en Guyane et j'ai passé mon bac là-bas aussi. Et je suis arrivée en métropole, plus précisément à Amiens à l'âge de 18 ans. Donc, je partais d'abord pour des études de médecine, ou en tout cas orientée vers là. Donc, j'ai fait la PACES à l'époque. C'était encore la PACES. J'ai fait la PACES une première année, puis une seconde année. Et pour la seconde année, je m'orientais plus vers le métier de kiné. Donc j'ai essayé de travailler pour, mais bon, c'est normal, c'est la loi de la thèse. Je n'ai pas que de place près. Donc euh, je n'avais pas prévu de plan B, on va dire. Donc, après la PACES, je me suis retrouvée, on va dire, dans le flou. J'ai décidé donc de tenter kiné via STAPS. On pouvait le faire via STAPS. Donc, c'est une formation assez sportive. Donc, la même ne m'a pas beaucoup plu, ce qui fait que j'ai arrêté ma formation courant janvier. Courant janvier, j'ai arrêté ma formation. Et par la suite, je me suis retrouvée, entre guillemets, sans rien. Et du coup, il a fallu que je me reprenne en main, que je cherche ce que j'aurais pu faire. Donc, pour ne pas rester sans rien faire, il a fallu aussi rentrer un petit peu. J'ai bossé, j'ai fait quelques petits boulots par-ci, par-là. Je me suis à déco. J'ai bossé pas mal dans les grandes enseignes,
on connaît tous, hein, Auchan, Carrefour. Et j'ai regardé, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment que je voulais vraiment rester dans un domaine dans le domaine du paramédical. Alors, Donc, Nancy, on a un petit souci de son. Ça coupe ouais, pas mal, c'est assez haché la connexion. Peut-être pour reprendre un peu ce que vous disiez et qu'on puisse repartir de là. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes originaire de Guyane. Vous avez décidé de venir en métropole pour la suite de vos études. Vous avez choisi Amiens. exact. Donc, Ex vous passez du chaud au froid, froid. Voilà, Du coup, vous tentez médecine. À la voilà, fin de la première année, vous refaites une deuxième année. une Et là, deuxième avec année. l'idée d'aller plutôt vers kiné. Finalement, on a une deuxième possibilité de faire kiné, c'est via STAPS. Donc, STAPS, c'est le sport, on est Ça, d'accord, hein. c'est ça. Donc C'est là, très orienté vers le sport. c'est très orienté sport et c'est quelque chose qui est accessible ou c'est quelque chose sur lequel il faut plutôt être très sportif pour pouvoir. Je pense qu'il faut quand même avoir un bon niveau en sport pour aller vers STAPS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver en étant débutant totalement dans le milieu du sport. Il faut quand même s'accrocher. Après, c'est faisable, hein. C'est juste qu'il faut s'accrocher pas mal. Je Ok. parle d'un point de vue sportif, en tout cas. C'est plus dur que les épreuves que vous avez dû passer après pour intégrer le service de santé des armées? Euh, Disons que c'est pas pareil. On va dire que ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même configuration. Il y a Ok, plein de choses on qui va y jouent. revenir. On va y revenir. Et donc là, ça fonctionne pas à l'issue de STAPS. Donc, vous arrêtez, vous faites des petits boulots et vous êtes toujours en recherche de vers où aller et quelle sera la prochaine étape de votre carrière. Exactement. Et alors là, vous découvrez le métier de manip radio. Voilà. Les accos, J'ai découvert ce métier sur le site du CHU, puisqu'il a fallu que je décide, enfin, que je trouve quelque chose en fait. Et je me suis dit que j'allais regarder ce que le CHU d'Amiens proposait comme formation. Donc, je suis allée, j'ai vu qu'il y avait pas mal de formations dans le métier de manipulateur radio, que vous je ne nous connaissais expliquez pas. ce que c'est le métier de manipulateur radio, justement? Non, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ce métier justement sur le portail du CHU. euh, et enfin, je ne me doutais pas qu'il y avait un métier, une personne à proprement parler enfin, qui était une manipulatrice en électroradiologie médicale qui effectuait ce métier. Et ça m'a beaucoup plu. Est-ce est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Nancy, ce métier, pour que les jeunes qui nous écoutent comprennent un peu de quoi il s'agit? Oui. Alors, c'est un métier à la fois technique et soignant. Donc, on a la partie soignant, c'est-à-dire qu'on accueille des patients, on les prend en charge. Euh, on, on peut être amené à poser une perfusion. On fait beaucoup de soins aussi avec les patients. Et on a la partie technique, du coup, c'est-à-dire qu'on va les préparer à réaliser des examens d'imagerie. Ça peut être une radio, un scanner, une IRM. Après, on peut partir un peu plus loin. Ça peut être aussi de la médecine nucléaire ou de la radiothérapie. Mais ce sont des examens qui sont en grande majeure partie à visée diagnostic. Donc, c'est pour savoir un peu de quoi le patient souffre. Donc, on va faire des imageries en 2D et en 3D pour essayer d'illustrer un peu. Donc, la radio, ça va être principalement du 2D. Et puis, le scanner et l'IRM, ça va être des coupes en 3D. Donc, chaque modalité a sa particularité. Chaque modalité a justement ses fonctionnements différents. Et au moment où vous êtes sur la page du site, je suis désolée, il y a un écho. À partir du moment où vous allez sur le site et que vous découvrez ce métier, on est d'accord que ce métier, c'est une formation et un métier dans le civil à la base que vous êtes amené à faire. Euh, Au moment où vous faites votre formation au CHU d'Amiens, vous n'êtes pas oui. encore dans le cadre du SSA. Ah non, pas du tout. Pour moi, Donc, ça reste une formation totalement civile. Ça reste une formation comme une autre. Pour moi, je vais travailler par la suite
Damien, continuer toute ma scolarité et ainsi après mon, mon futur emploi. Que non, au début, ça reste purement une formation que j'ai choisie. Cette formation, elle se passe avec des stages à faire, des moments où vous êtes aussi en exercice de la pratique. Comment ça se passe? Alors oui, il y a énormément de stages, énormément. C'est-à-dire que c'est une formation assez enrichissante en termes de stages. La première année reste plus relativement théorique, puisqu'il faut apprendre les principes de base de la radio, du scanner, de l'IRM. Donc, elle reste assez théorique. Et puis, par la suite, en deuxième année, donc c'est une formation qui dure 3 ans. Elle dure 3 ans. Et puis, en année, on va être à peu près sur du 50-50. 50% de théorie, 50% de stage. Et puis, la troisième année, où ceux qu'on aura beaucoup plus de stages, environ 80% de stages et 20% de théorie. À savoir que nos stages sont relativement courts, ce sont des stages de 4 à 5 semaines maximum, ce qui permet de pouvoir changer régulièrement de lieu de stage. Donc, on peut changer régulièrement de modalité, de lieu de stage. Donc, c'est pour ça qu'on en fait énormément, on va dire. Très clair. Et comment vous avez connu le service de santé des armées? Alors, c'est lors d'un stage que j'ai effectué courant avril, où j'étais avec un de mes collègues. Et, de là où nous étions, on a vu les hélicoptères se poser sur le toit. Et je lui ai dit, c'est vraiment dommage, parce que Manip, on n'aura jamais l'opportunité de monter dans l'hélico. Et en fait, il m'a dit, mais écoute, renseigne-toi, parce que peut-être que alors ce métier existe au sein de l'armée et que peut-être au sein de l'armée peut éventuellement avoir accès à ce type d'exercice. Et du coup, je me suis dit, ah bon? Et du coup, tout un monde s'est ouvert à moi et je me suis dit, ça existe aussi dans l'armée. Enfin, on peut faire manip à l'armée. Il m'a dit, bien sûr, il y a même des hôpitaux militaires et tout. Je me suis renseignée. Je suis tombée sur une, on va dire un service de communication qui m'a redirigée vers l'hôpital Percy, puisqu'à ce moment-là, ils recherchaient des directeurs. Donc, j'ai eu accès directement aux coordonnées du directeur des soins. Et c'est lui, après, j'ai fait le processus avec lui. On a beaucoup échangé par mail et puis aussi par téléphone. Donné la marche à suivre pour le recrutement. Alors peut-être pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas forcément, on a en France plusieurs hôpitaux militaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous expliquer comment ça fonctionne et peut-être qui a accès à ces hôpitaux? Oui, il y a 8 hôpitaux militaires en France, répartis un petit peu partout dans la France, dont 2 sur Paris, celui de Percy, là où je suis, et celui de Bégin. Et les hôpitaux militaires servent avant tout du soutien des forces armées, donc le soutien des forces armées. Je parle principalement de nos soldats militaires qui sont en déplacement. Mais on reçoit également du public, du civil. Donc, un patient civil peut très bien venir à Percy ou dans n'importe quel autre hôpital se faire soigner. Mais en général, à la journée, on a beaucoup plus de civils au final que de militaires. Que non, ça reste plutôt accessible à tous. Très clair. Du coup, vous rencontrez cette personne qui vous explique les besoins qu'il a au sein de l'hôpital militaire Percy. Ça vous donne envie de le rejoindre? Comment ça se passe? Ah oui, beaucoup. On a beaucoup échangé par téléphone parce que moi, j'appréhendais pas mal de venir sur Paris puisque j'ai, entre guillemets, grandi d'une certaine manière sur Amiens, qui est une petite ville. Et au final, oui, il m'a motivé, il m'a donné beaucoup d'avantages en fait qu'il y a de rejoindre le service de santé des armées. Avantages qui, dès le début, m'ont plu, puisque en ce qui me concerne, j'ai
toujours eu un petit faible pour l'armée. Donc, oui, ça a été dès le début un grand coup de cœur, on va dire. Et, il a porté en tout cas mon envie de rentrer au SSA. Et donc là, comment ça se passe? Parce qu'une fois que vous l'avez rencontré, j'imagine que le recrutement, il ne se fait pas simplement en rencontrant la personne, il y a tout un processus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est recruté pour intégrer le service de santé des armées? Non, oui, il y a un petit processus quand même qui n'est pas fort compliqué, hein. Alors, donc, comme pour tout recrutement, il faut un CV, une lettre de motivation qui sera étudiée euh, précisément. Et puis, il y aura un échange, un échange. Alors, moi, quand j'ai fait mon recrutement, c'était pendant la période du Covid. Donc, l'échange a été fait par voie téléphonique. Donc, on a pas mal échangé à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a aussi des présentiels. On peut aussi visiter l'hôpital, hein, si jamais ça peut intéresser certains. Ils peuvent visiter l'hôpital. Ah, génial. Euh, et puis, par la suite, j'ai fait une visite médicale, donc au sein d'un centre agréé militaire. Comme j'étais à Amiens, c'était dans un centre dans à la gendarmerie, en fait. Et où ceux on a fait un check-up global et assez complet de tout mon corps, on va dire. Donc, que ce soit test d'urine, état psychologique, en gros, si je suis en parfaite santé. Mais ça reste, si vous êtes en bonne santé, ça reste accessible à tous. Et une fois que ça s'est terminé, vous êtes du coup embauché au sein du SSA. Il n'y a pas d'exercice sportif, il n'y a pas d'éléments autres que vous avez à faire? Alors, j'avais pas dit, mais il y a aussi une grande partie administrative, donc il y a pas mal de documents à fournir. Mais alors, une fois embauché, donc on a la réponse assez rapidement, hein, et à l'issue de la visite médicale d'ailleurs, quand on envoie les résultats au directeur des soins. À l'issue de tout cela, on est embauché, on a une période probatoire de 6 mois. Et Ça veut dire durant cette quoi? période probatoire, on effectue ce qu'on appelle une formation militaire initiale, FMI. Et durant cette FMI, c'est là où on va apprendre les bases du soldat militaire, en fait. C'est ça où on va tout apprendre, comment Alors s'habiller, racontez-nous. comment se tenir. Et c'est là où il y aura une petite partie sportive aussi, mais ça reste accessible à tous. Et ça dure combien de temps cette formation militaire initiale? Cette formation dure 4 semaines. D'accord. Et donc là, vous vous retrouvez. Dans un campement. Et voilà, on se met vraiment dans la situation où on est des soldats, des militaires. Et vous êtes mélangé avec les autres armées ou vous êtes uniquement entre personnes du service de santé des armées? Comment ça se passe? Non, effectivement, on est entre services de santé des armées. Donc, on va retrouver que des paramédicaux, on va retrouver des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, de notre domaine. Donc, c'est fort sympathique, parce qu'au final, on crée des liens. On crée des liens et moi, je suis partie avec deux de mes collègues qui sont arrivés un mois après moi. Et, on a de très bons souvenirs de cette FMI. Et j'ai aussi rencontré là-bas des gens qui venaient de. Donc, souvenirs. Et puis, régulièrement, on travaille ensemble. Donc, ça fait plaisir, en tout cas, de découvrir autre chose. Ça crée des liens, en effet, et puis ça vous permet directement de vous sentir aussi militaire et intégré au sein du service de santé des armées. Exactement, oui, ça crée bien. Et oui, on se sent vraiment militaire, on se sent vraiment à part entière. On vous voit là, vous êtes en tenue militaire. C'est ça. Vous travaillez comme ça toute la journée? Comment ça se passe? Non, non, non. Là, c'est exceptionnel, mais en général, on travaille en blouse blanche parce qu'on est dans un hôpital et que c'est réglementaire. Donc, on travaille en blouse blanche, une tunique, une veste et un pantalon, comme dans le civil. D'accord. Et vous me disiez en préparant que vous aviez de nombreux collègues qui sont des civils, d'ailleurs. Oui, alors en tant que Mali, nous avons trois collègues, je crois, civils, ça, trois collègues civils. Mais au sein de l'hôpital, il y en a deux dans civil. Il y a là, on va dire 80% du personnel est militaire,
mais il y a quand même quelques civils. Et les personnes que vous soignez, dont vous vous occupez, sont à la fois militaires et civils également? Oui, il y a alors des civils, mais il y a aussi des militaires. Donc, très souvent, on va rencontrer des gendarmes ou des rapassans. On appelle ça des rapassans, donc ce sont des rapatriés sanitaires, qui sont, dans les théâtres d'opération, donc en OPEX et qui peuvent, avoir été blessés ou qui ont été blessés et qui sont rapatriés. Du coup, on peut leur faire des examens aussi. OK, mais il y a aussi moi, ou n'importe qui peut se retrouver à avoir besoin, de passer une radio, un IRM ou quelque chose et je pourrais aller potentiellement à l'hôpital militaire Percy et vous rencontrer? Oui, oui. Bon, je vous le souhaite pas, en tout cas, ce sera Non, avec moi non plaisir. plus. Moi non plus, mais c'était voilà, c'était juste pour expliquer que, vous accueillez Oui, aussi, des civils et des personnes qui ne sont pas militaires, que dans les hôpitaux militaires, on ne soigne pas que des militaires, mais on vient aussi en exactement, soutien à la population, classique. exactement. Enfin, oui, bien sûr, on soutient toujours la population et Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être une journée type? Alors j'imagine qu'il n'y a pas trop de journées type, mais par exemple votre journée d'aujourd'hui? oui, alors, aujourd'hui, j'ai commencé à 9 heures et j'ai fini à 17 heures, 17h21 pour être précise. Je suis arrivée, ma collègue de 8 heures était déjà là. Heu, on a eu une journée, plutôt basée sur, on va dire les contrôles des patients qui ont eu des tumeurs ou des cancers. On a fait pas mal d'éjections, de scanners injectés. Donc j'étais dans le poste du scanner, hein et hem Et c'est vous qui et faites voilà, l'injection? C'est-à-dire qu'au-delà de faire la manipulation radio dont vous parliez tout à l'heure, vous gérez aussi la partie injection si c'est lié à un scanner justement? exactement, oui. Si c'est lié à un scanner, par exemple, oui, on gère la partie injection. Alors, on connecte, le patient, donc on le perfuse, on lui met une petite tubulure et on connecte la tubulure à un injecteur automatique. Mais c'est nous qui décidons, quand est-ce qu'on injecte le patient ou pas, en fonction du protocole, du médecin qui l'aura déjà établi. Et aujourd'hui, c'était une journée plutôt sympa, mais assez chargée quand même. On n'a pas eu de polytro. Parfois, on peut avoir, des polytros. Donc ce sont des accidentés, que ce soit de la route ou même chez eux, qui arrivent et du coup, on doit, dégager un petit créneau, tout mettre en stand by pour les recevoir et voilà, on a eu quelques urgences. Donc aujourd'hui, on avait une journée type où ceux qu'on avait des rendez-vous. En général, 20 minutes par rendez-vous et puis, il y avait des urgences aussi à caser. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 scanners, donc on a pu tourner, nous étions 3 aujourd'hui, donc on a pu tourner sur l'un ou l'autre. D'accord et dans votre métier, vous travaillez main dans la main aussi avec le médecin qui lui va analyser les clichés que vous avez pris? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'analyse, vous êtes dans l'accompagnement, du patient pour que le geste médical soit fait, mais vous n'analysez pas les résultats des radios ou Exactement. Alors ce qui est fait de base, c'est que le médecin, le radiologue, alors on travaille en collaboration avec le radiologue, nous. C'est lui qui, va interpréter du coup les imageries que l'on aura. Bien évidemment, à force d'en faire, en fonction des pathologies, on a un peu l'habitude et si c'est une radio et qu'il y a une fracture, on va le voir, hein, on va le voir directement ou même si c'est un scanner, parfois on va voir les petites blessures ou ce qu'on peut trouver en tout cas. Mais en tout cas, légalement, c'est le radiologue qui traite et qui, fera son compte rendu à la fin du scanner, pour le patient. ça fait combien de temps que vous êtes, en poste au sein du service de santé des armées, Nancy? Ça fait 1 an et 4 mois J'imagine que je que comme ça fait pas très longtemps, vous n'avez pas eu encore, l'opportunité, de partir en opération, extérieure. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans votre poste? Oui, tout à fait. Pour l'instant, nous avons 4 théâtres d'opération, mais oui, tout à fait, c'est possible de partir en OPEX. Donc il faut déjà, passer sa probatoire. Pour moi, il y a pas de souci et puis après, on se met dans ce qu'on appelle, nous, un tour. Donc il y a déjà des militaires avant moi
Donc, je suis placée, je suis sur la liste de ce fameux tour. Et un jour, je vais partir justement en opération extérieure. Donc c'est vous qui choisissez de vous mettre sur cette liste-là, de dire à un moment donné, j'aimerais partir en opération extérieure, c'est ça? C'est ça. Alors, normalement, en militaire, on est toujours volontaire. C'est s'il y a, ce que je ne souhaite pas, hein, mais une grosse catastrophe, on sera toujours volontaire pour Bien sûr. aller aider la population, soigner. Mais si le moment venu où il y a une opération, enfin une OPEX tombe et qu'on ne peut pas ou qu'on ne se sent pas prête ou qu'on a un moindre souci, c'est bien sûr, ça reste du volontariat. On ne forcera jamais quelqu'un qui n'est pas prêt à partir. Super. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ça pourrait potentiellement ressembler? Parce qu'on a déjà reçu des personnes pendant, enfin, du service de santé des armées sur d'autres webinars qui nous expliquaient que quand elles partaient, bah, elles devaient faire face à des situations parfois compliquées. Elles n'avaient pas de matériel avec elles. Elles allaient sur des théâtres d'opération qui pouvaient être bougeants. Vous, dans votre cas, j'imagine qu'il faut avoir un scanner, etc. Donc, ça demande quand même une organisation assez carrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Oui, alors, pas dans tous les théâtres, mais dans la majeure partie, il y a des scanners et de quoi faire des radios. Dans certains je crois que sur une OPEX, parce qu'il y a que la radio, mais en règle générale, oui, il y a la place pour, parce qu'en fin de compte, on part dans un pays, mais on reste dans une base militaire française. Donc, D'accord. c'est aménagé, ça reste très aménagé. Et il y a de quoi faire un scanner. Il y a un scanner sur place. Alors, ça va pas être le scanner de la dernière génération, le plus performant, c'est vrai, mais il y a de quoi faire quand même des images. S'il y a un moindre souci, s'il y a un soldat qui est blessé ou autre, on va pouvoir apporter déjà un premier diagnostic pour ce patient. Super. Ça va bientôt être l'heure de prendre les questions des jeunes. Moi, je voudrais quand même revenir avant de prendre leurs questions sur un des sujets dont vous avez parlé tout à l'heure. Enfin, même pas encore, mais plutôt dans l'annonce. Vous nous avez dit que c'était la meilleure décision de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes hyper épanoui au sein du service de santé des armées et qu'est-ce qui fait que c'est la meilleure décision que vous ayez prise? Alors, tout simplement parce que, on va dire que j'ai rencontré au sein du service de santé des armées et plus précisément dans la Percy, enfin là où je suis, j'ai rencontré, ce que moi j'appelle, ma famille professionnelle. C'est-à-dire que, on reste très soudés, on collabore, énormément avec, tous les différents métiers, donc que ce soit les radiologues, qui sont avec nous, ou les autres médecins, également les infirmiers. Donc déjà au sein de notre service, on reste très cohèse. On appelle ça la cohésion, donc on est très porté là-dessus. S'il y a un moindre problème, si jamais quelqu'un finit tout seul, ferme tout seul une modalité au scanner ou en radio, euh, tout le monde, s'il y a un polytro ou un patient lourd à déplacer du brancard sur la table d'examen, avec plaisir, on va tous se porter euh, main, porter nos bras en tout cas, pour l'aider à passer la table d'examen. Et voilà, c'est vraiment cette cohésion, ce soutien et cette entraide en fait qu'il y a au sein du service de santé des armées qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas que ailleurs ce n'est pas le cas, mais en tout cas, j'ai vraiment pu constater qu'ici, c'est euh, c'est une famille en fait. C'est une petite famille militaire. C'est famille professionnelle en tout cas. Une dernière question avant, je vous promets, je vais venir prendre vos questions les jeunes dans quelques secondes. Dans les armées, généralement, on est souvent muté et on va changer de mission ou d'endroit au fur et à mesure. Vous êtes aujourd'hui à l'hôpital militaire Percy. Est-ce que demain, on peut vous Oui, je dire, suis tu pars aujourd'hui. à Marseille, tu vas ailleurs, ou est-ce que vous allez rester potentiellement longtemps au même endroit? Comment ça marche? Est-ce que c'est vous qui choisissez? Est-ce qu'on peut vous imposer de partir? Comment ça fonctionne? Non, de ce que je sais, non, on n'impose pas la mutation. Si vraiment il y a une mutation à avoir, ce serait sur demande. En tout cas, à Percy, on est bien et on n'impose pas du tout la mutation. C'est vraiment sur demande et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Parce que c'est vrai que souvent quand on entend
l'armée, on a toujours tendance à se dire que on n'est pas stable, on peut aller à droite, à gauche et tout, mais non, ça reste quand même assez stable. Et s'il y a une mutation à voir, ce serait de notre fait. D'accord, donc vous pouvez rester plusieurs années, voire très longtemps à Percy. Et c'est vous qui choisissez si vous avez envie de quitter pour des raisons personnelles pour aller ailleurs. Mais c'est pas comme dans les armées où tous les 2 ans ou les 3 ans, on va vous envoyer dans des affectations différentes. Le service de santé des armées fonctionne un petit peu différemment, si je comprends bien, des autres armées, des armées en général. Exactement, oui. Oui, exactement, oui. C'est exactement ça. Parfait, très clair. Alors, je vais venir prendre vos questions. Je vois qu'il y a Marcio qui nous a posé 2 questions dans le chat au lieu d'aller les mettre dans l'onglet questions. Est-ce que Marcio, je peux vous demander de recopier vos questions dans l'onglet questions pour que je puisse pour que je puisse les prendre en compte. Je voulais vous dire aussi que on aurait Inès qui est présente avec nous et qui travaille aux ressources humaines du service de santé des armées, qui sera là pour répondre si vous avez toutefois des questions qui sont extrêmement pointues sur, je sais pas, une formation nécessaire pour rejoindre. Donc, si vous n'avez pas les éléments, n'hésitez pas à nous dire. Il y a Inès qui pourra compléter par écrit. OK? Eh ben, je vous propose de me lancer. Je vais découvrir en même temps que vous les questions. Alors, je les filtre par vote. Et la première question, c'est Denis qui la pose et qui ne m'a pas dit qui il était. Donc, je ne sais pas vous en dire plus. Il demande, y a-t-il une passerelle pour exercer dans un cabinet de radiologie civile? Et quelles sont les perspectives d'évolution au sein de l'armée? Alors, on va prendre la première. Est-ce qu'après le SSA, si vous aviez envie, vous pourriez aller exercer dans un cabinet de radiologie civile? Bien sûr, ça reste. Alors, au début, ce sont des contrats. Donc, pour l'instant, j'ai un contrat de 3 ans, renouvelable autant de fois que je le veux. Et je peux finir carrière au sein du service de santé des armées, ou si jamais vous avez envie d'autre chose, ou pour peu importe la raison, vous souhaitez aller dans un cabinet de radiologie civile. Alors, si vous êtes sous contrat, vous attendez la fin du contrat et vous pouvez après aller dans le cabinet. Ou sinon, si vous êtes de carrière, c'est pareil, vous attendez la fin du contrat aussi. Ou alors, vous demandez. C'est exactement comme les fonctionnaires, on va dire. Mais oui, il n'y a pas de problème, on peut très bien aller exercer dans un cabinet de radiologie civile. Et vos perspectives d'évolution au sein de l'armée? Donc, au SSA, aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vous êtes adjudant, Nancy. Est-ce qu'on peut peut-être aussi revenir sur ce sujet-là? C'est votre grade. Vous avez commencé directement adjudant en entrant au SSA ou... Alors, quand je suis rentrée en tant que, pour ma plainte probatoire, j'étais sergent-chef. Du coup, c'est le grade juste en dessous. Et une fois que je l'ai validé, oui, je suis passée adjudant. Alors, pourquoi on commence aussi haut? C'est parce que, en tant que manip, on reste plus longtemps dans le grade que les autres disciplines, les autres métiers comme kiné ou comme infirmier, par exemple. Donc, on commence assez haut, c'est vrai, mais c'est en fonction de notre diplôme d'État, qui est une équivalence à la licence 3. Donc, c'est en fonction du niveau d'études. D'accord. Donc, ils ont de calquer par rapport à ça. Mais par rapport aux perspectives, oui, je peux évoluer. Donc, je peux passer adjudant-chef, puis major. Donc, ça, je resterai dans tous les cas, si je reste manipulateur d'électroradiologie médicale, pardon, je resterai sous-officier dans tous les cas. Donc, je terminerai major. Je terminerai ma vie en étant major et en sachant que le salaire est calqué sur la fonction publique hospitalière. Ça, il n'y a pas, c'est avec des échelons, c'est pareil. Et si jamais je passais dans la catégorie des officiers, dans ce cas-là, il faut passer cadre. Donc, c'est exactement comme à l'hôpital. Les perspectives d'évolution, c'est devenir cadre. Là, on sera sous-off. Et puis après, cadre sup. Et puis, par la suite, je ne sais pas ce qu'il y a. D'accord. Et c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement pour plus tard? Ou vous avez envie de rester plus au contact des patients? Et comment vous imaginez les choses? Alors, ça peut changer, hein, c'est le début. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité demain. Exactement, oui, ça peut changer, mais c'est vrai que pour l'instant, non, je me vois plus rester radio et être vraiment au contact du patient, être
vraiment dans une optique de soins, en tout cas. Ok. J'enchaîne sur la question suivante, qui est une question de Jules, qui est lycéen au lycée La Menée. Et donc, la question de Jules, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exercer votre métier dans un contexte militaire plutôt que civil? Et est-ce que vous pouvez nous dire les points forts, selon vous, du côté militaire? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors pourquoi avoir choisi dans un contexte militaire plutôt que civil? Ça reste un rêve d'enfance de rentrer à l'armée. Vous avez des J'avais militaires dans votre déjà famille? oui, j'ai 2 oncles qui ont fait leur service civique, qui sont militaires, qui ont fait toute leur formation et après ils ont enfin à la fin, en tant que retraités militaires de 17 ans de carrière à l'époque, ils ont fait un autre métier. 2 oncles qui sont du milieu, de la famille et quand j'étais plus jeune, ma mère m'emmenait souvent voir le défilé du 14 juillet. Donc ça reste pour moi un rêve d'enfance d'intégrer l'armée et pour moi, pallier, à la fois, mon métier, donc le soin, parce que j'aime beaucoup ça, avec le rêve qui est, d'appartenir au monde de l'armée, c'était pour moi, une opportunité quoi, une réelle opportunité. Donc voilà pourquoi plutôt le contexte militaire que civil et puis les points forts, bah, c'est un petit peu comme j'ai dit, hein, c'est vraiment la cohésion, l'esprit d'équipe et puis, la fraternité. C'est vraiment, ce que je soutiendrai et puis c'est autre une autre façon de travailler. On voit, pour ceux qui aiment, hein, on voit, pas mal de choses intéressantes en termes de polytraumatisés ou même de pathologies. Donc voilà, c'est tout ce qui m'a attirée. Et pour reprendre l'anecdote que vous nous racontiez tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez découvert le SSA quand vous étiez en stage et que vous voyiez un hélicoptère et vous auriez aimé y aller et votre collègue vous a dit peut-être que dans l'armée c'est possible? C'est possible? À proprement parler, bon, en théorie, non, D'accord. parce que, en tant que manipulateur, on reste essentiellement au niveau du scanner, de la radio IRM, même en opération extérieure. Mais j'ai des collègues qui ont quand même été au niveau de parce qu'en fait, en OPEX, les soldats, ils, sont pas tout le temps, attirés ou c'est pas tout le temps la guerre, en fait. Et du coup, il y a des journées types où ceux qui travaillent, donc pour eux, le travail, c'est de faire du sport ou de se maintenir, en tout cas, de faire des exercices, Mmh. heu ces exercices, parfois, consistent à utiliser, l'hélicoptère. Du coup, à ce moment-là, si nous n'avons pas de travail, on peut être amenés éventuellement D'accord. à monter dedans. On a une question de Anne qui a 26 ans, qui a fait un bac STG et ensuite un BTS. Elle demande s'il faut un bon niveau en mathématiques pour faire la formation que vous avez faite. Alors, en mathématiques, j'aurais pas dit ça, mais j'aurais plus dit en physique. C'est vrai que, D'accord, c'est plus il y a en physique. une ouais, plus en physique. Parce qu'en fait, on voit pas mal de physique, notamment pour, ben, la physique des machines qu'on va étudier, hein, la physique, de comment, est fabriqué un rayon X, comment fonctionne une IRM. Donc ça va être plus, j'aurais dit plus de la physique, mais franchement, à force de travail, c'est ça va. Mais est-ce qu'il faut avoir fait un bac avec enfin, scientifique ou quelque chose où on fait beaucoup de physique? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans la formation après, si toutefois on ne l'a pas fait? Alors, je pense que le bac scientifique est recommandé, puisque du coup, D'accord. il y a quand même une base, des bagages, une façon de travailler en scientifique. Mais, à mon avis, il y a quand même moyen, sauf si vous êtes vraiment littéraire, que vous aimez pas du tout les maths, pas du tout le physique et que vraiment c'est vraiment voilà, si je vais vraiment dans les extrêmes, mais à force de travail et vraiment de persévérance, il y a moyen quand même de comprendre et de réussir à faire les études. OK. On a une question de Maxime qui est au lycée Blanche de Castille et qui demande si une fois que vous avez eu votre diplôme, c'est compliqué de trouver un emploi. J'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. Ouais, alors en vrai, c'est totalement l'inverse. C'est une pénurie de manip, mais presque. On est assez demandé et en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma promo, nous avons commencé à recevoir des offres d'emploi dès la fin de notre 2e année. Donc Donc il vous on va restait dire une année et vous aviez déjà des offres d'emploi.
Exactement. Ah oui. Donc en, janvier, février de notre 3e année, quasi 60 de ma promotion savaient déjà où ils allaient travailler, avaient déjà signé leur offre d'emploi. Donc non, Ah oui, assez, hein. c'est bien là, c'est un métier très demandé et que vous aurez pas du tout de difficulté à trouver un poste. Et je crois même, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble même qu'il y a, le SSA peut aider à financer, la formation. On a tellement de demandes qu'il y a peut-être même Non, quelque chose qui est possible en ce sens? exactement. Alors, c'est possible effectivement de se faire financer ses études, donc à hauteur de 1 ou 2 ans, oui. Dans le civil? Heu, oui, les études se font toujours dans le civil, donc oui, dans le civil, vous faites vos études et le SSA vous verse une petite bourse, on va dire, une petite, quand même assez conséquente, une Une bourse, petite quand même assez grosse heu bourse. et D'accord. en contrepartie, vous leur devez, c'est un contrat, qui est égal au double du nombre d'années qui a été financé. C'est-à-dire que si on vous a financé, la 3e année, qui est à hauteur alors une année financée, c'est aux alentours de 15 000, si je ne dis plus de bêtises, c'est 15 000 € l'année, Ah qui est oui, échelonné sur, les 10 mois de formation. c'est vachement bien. Donc on donne cette bourse, voilà. Ouais. Heu et à la fin de votre année, si vous avez votre diplôme, vous venez travailler chez nous pour un contrat minimum de 2 ans. D'accord. Égal au Je vois qu'Inès est en train d'écrire quelque chose, donc je vais lire ce qu'elle va dire pour compléter. Donc vous disiez 1 an ou 2 ans qui serait possible, et donc du coup on doit le double. Donc si on a été financé pendant 1 an, Exactement. on a un engagement de 2 ans, pardon. Si on a été financé 2 ans, on a un engagement de 4 ans. C'est ça, exactement. D'accord. C'est génial. Question bête, mais vous avez dit si vous réussissez votre année, derrière vous devez venir. Si on se plante, il se passe quoi? On recommence, on peut. Je suis désolée, hein, C'est une très bonne question. Non, pas de problème, mais c'est une très bonne question et je me suis toujours demandé justement, comment ça se passait. D'accord. Bah, Inès, si vous avez la réponse, on est preneur. Alors, Inès nous dit qu'il existe une Exactement, allocation financière et que le SSA paye les études. Et ensuite, le SSA vous embauche sous contrat. Vous avez un lien au service et donc du coup, c'est le double de vos années d'études. Donc c'est ce que vous disiez, Nancy. Si on m'a voilà, oui, financé 1 an, je dois rester 2 ans. Si on m'a financé 2 ans, je dois rester 4 ans. exactement. C'est Sachant génial. qu'en vrai, 4 ans, ça passe très vite, même 2 ans, ça passe très, très vite. J'ai l'impression d'être arrivée hier et au final, ça fait déjà 1 an et 4 mois. C'est vraiment, ça passe très vite au final. C'est génial d'avoir les études qui sont payées et c'est un vrai, j'imagine, un vrai appel d'air pour beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, mais si les études sont payantes, c'est compliqué. Donc là, c'est une super opportunité. J'ai une question pour vous, Inès, si vous pouvez nous dire aussi si ça marche uniquement pour Manip Radio ou si ça marche aussi pour d'autres formations dans le médical et le paramédical, histoire de donner toute l'information aux jeunes qui sont là et qui sont intéressés par les métiers de la santé. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Donc si on redouble, on peut continuer. Bon, bah, c'est parfait. Et du coup, pendant que Inès nous donne les informations, donc ça marche aussi pour les infirmiers et pour les kinés. Donc, si on a des jeunes qui sont intéressés par faire des études d'infirmier, de kiné ou de manip radio, vous avez le service de santé des armées qui peut vous aider à les financer. Et en fonction du nombre d'années financées, vous devez vous engager sur une période qui fait le double de cette période-là. C'est génial. Super. J'enchaîne avec la prochaine question. Il y a Anna qui demande si en fait, elle n'a pas très bien compris. Est-ce que vous avez un contrat de type CDI ou CDD? Ça marche pas tout à fait comme ça. On est d'accord, là, vous avez des contrats qui sont renouvelables. Comment ça marche? 3 ans, vous nous avez dit? Alors, comme ça, là, mais effectivement, ça ne marche pas totalement en termes de contrat, enfin, en termes de CDI ou CDD. Des contrats militaires de 3 ans, mais si vous voulez une idée, c'est comme un CDD. En fait, c'est un CDD, on va dire, de 3 ans. Et qui est Ça peut vous parler. renouvelable derrière, Oui, qui est renouvelable, bien sûr. comme un CDD classique. Oui, Sauf qu'il ne peut pas se couper, j'imagine, exactement. à la différence du CDD où on peut donner un préavis. Là, quand vous êtes engagé vraiment. Exactement, c'est ça. Il faut Super. aller au bout de son contrat. Génial. Je poursuis les questions.
Est-ce qu'on a besoin de parler d'autres langues pour intégrer le service de santé désormais? Alors, parler d'autres langues, c'est toujours un plus, mais ce n'est pas exigé. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé indispensablement pour entrer au service de santé des armées. Oui, une question de Denis, qui a 35 ans et qui nous demande s'il faut être assermenté ou professionnel de santé pour travailler au SSA. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des personnels qui sont plus administratifs, hein, mais Inès, qui est avec nous, n'est pas professionnelle de santé et pourtant elle exerce au sein du service de santé des armées. Je ne sais pas, Inès, c'est peut-être plus une question pour vous que pour... Voilà, Inès vous dit, bah non, elle travaille en RH. Donc, vous voyez, si vous avez envie de faire autre chose que de la santé et de rejoindre le SSA, c'est peut-être possible aussi pour faire des RH, de la communication et des métiers plus administratifs aussi peut-être. Il y a des postes techniques et logistiques, des secrétaires médicales aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont accessibles à quelqu'un qui n'est pas dans la santé. Alors, une question un peu bizarre, mais je la pose quand même. Astrid, qui a 20 ans et qui en prépare PTSP au lycée La Merci, qui demande si vous faites une formation, donc la formation que vous avez faite, j'imagine, est-ce que ça propose des solutions de logement quand on habite loin? Alors, la formation de manip ou J'imagine, ouais, de le métier de manip? Alors, il y en a un peu partout sur le territoire, formation hein. On peut trouver ces formations dans différentes villes. C'est ça, oui, ça existe dans plusieurs villes. Alors, moi, je l'ai fait au sein d'un IFMEM, donc un institut de formation de manipulation d'électroradiologie médicale, mais il y a aussi certains lycées qui proposent cette formation, donc c'est un DTS, et aussi on peut le faire dans certains lycées. Donc il faut se renseigner, il y en a quand même partout, il y en a quand même beaucoup quand même dans la France, et non, après, ça reste une formation civile, donc non, l'armée ne propose pas de loger les étudiants. Cependant, si vous faites un stage au sein de... C'est possible aussi de faire un stage, Ouais. même si vous ne souhaitez pas travailler plus tard chez nous. C'est possible quand même de faire un stage au sein de l'hôpital Percy. Dans ce cas-là, il faut se renseigner auprès de l'école et pas de Percy. Et si jamais vous êtes loin, c'est peut-être possible de vous héberger. Je ne veux pas trop m'avancer. Peut-être qu'Inès va me... Mais en tout cas, oui, c'est peut-être possible à ce niveau-là de Donc, trouver vous un vous logement. accompagnez pendant un stage qui serait un endroit particulier sur une période courte. Il y aurait une possibilité peut-être d'être accompagné. Voilà. Alors, peut-être que Inès a répondu. Et elle dit, effectivement, il peut y avoir des logements mis à disposition en fonction des logements disponibles dans les unités militaires. Voilà. Parfait. On a une question qui était intéressante. Est-ce que vous devez souvent travailler la nuit? Alors, souvent, oui, ça dépend de ce qu'on aime. Moi, j'aime bien travailler la nuit, parce qu'après, j'ai mes journées de libre. Ce sont des cycles de nuit. Nous, on appelle ça des cycles de nuit. Donc, on réalise 7 nuits sur 2 semaines. Donc, en général, on fait lundi, mardi, samedi, dimanche. La semaine d'après, on fait mercredi, jeudi, vendredi. En règle générale, on fait un cycle de nuit tous les 2 mois, à peu près. Ça peut être plus long, ça dépend du... On est une petite vingtaine là, en ce moment. Ça tourne quand même pas mal. Vous êtes 20 manip radio? Comment? Vous êtes 20 manip radio dans votre service? J'ai pas compté, mais oui, on doit être 20 ou 22 par là. On n'est pas nombreux, donc justement, c'est ce qui fait qu'on est très cohèse, en fait. On est très... on se soutient assez bien. Franchement, c'est un hôpital à taille humaine. C'est un hôpital où on peut connaître tout le monde. On a Astrid qui demande si vous pouvez, sans nous révéler son identité bien sûr, mais nous parler du cas du patient qui vous a le plus marqué. Du cas que j'ai pu faire? Ouais, un cas de patient que vous avez rencontré et qui vous a le plus marqué.
Alors, tous les patients sont différents et j'ai l'impression qu'il y en a tellement, je pourrais vous citer tellement, pas plus tard que cet après-midi, c'est une petite dame qui était très, très, très apeurée et que Ah, j'ai pu accompagner dans sa prise en charge. Mais je pense surtout à une patiente qu'on a prise en charge une nuit, c'était une dame âgée qui est tombée et qui s'est fracturé le col du fémur. Et mhm. du coup, il a fallu l'opérer. Mais donc comme elle n'était pas à jeun, l'opération n'a pas été effectuée tout de suite. Donc on l'a opérée, elle était très stable, très bien. Elle a été opérée le lendemain soir, du coup. Et le lendemain soir, moi, j'ai été faire une radio au bloc avec ce qu'on appelle, nous, une petite mobilette. Donc, on peut se déplacer dans l'hôpital, faire des radios au lit du patient. Là, j'ai été au bloc, faire une petite radio et j'ai revu cette dame. Et donc, du coup, elle était très contente de me voir et je lui dis, ah, vous êtes toujours là? Elle me dit, oui, je me fais opérer dans quelques minutes. Et du coup, comme elle était très stressée et qu'on avait eu un bon relationnel, elle et moi, je lui dis, bah, franchement, j'aurais bien aimé assister à votre opération, assister à toutes les étapes où vous êtes endormi et tout. Et je vais voir, du coup, si c'est possible. Et là, au même moment, mon collègue qui est Iyad m'entend, donc Iyad, c'est un infirmier anesthésiste, m'entend, il me dit, bah, franchement, oui. C'est Sympa. possible. Si tu n'as rien à faire, c'est bien. Si tu veux, je t'aide à t'habiller en stérile, du coup, et tu peux assister. Et du coup, voilà, donc j'ai accompagné cette dame-là jusqu'au bout. Je l'ai vue s'opérer, je l'ai vue poser la prothèse, et les chirurgiens étaient vraiment cool. Ils m'ont tout expliqué, ils m'ont accueilli avec plaisir dans le bloc opératoire. Et voilà, c'était vraiment un truc formidable, en fait. C'est quelque chose qu'on ne fait pas partout, de Ah oui, pouvoir j'imagine. rentrer dans le bloc opératoire. Super. Donc voilà, ça, c'est vraiment une belle expérience. Je comprends. Bah, merci de nous l'avoir partagé. Je vais vous poser la dernière question. Il y en a plein encore et tous les jeunes, je suis vraiment désolée, mais vous verrez, il y a plein de solutions pour aller poursuivre les échanges avec plein de personnes au sein du service de santé des armées. Après, la dernière question, c'est peut-être celle de Lise. Lise, elle a 23 ans. Elle nous dit qu'elle est en train de se réorienter. Et elle se demande si vous trouvez que vous avez un effectif qui est convenable pour travailler ou si vous êtes souvent en sous-effectif. Alors j'imagine que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on entend que c'est compliqué dans les hôpitaux de manière générale et que souvent les équipes sont sous-staffées et que c'est compliqué. Vous avez l'impression de travailler dans des bonnes conditions et d'être en effectif suffisant ou c'est toujours un peu compliqué? Alors non, franchement, alors on a des postes, hein, on recrute. N'hésitez pas si jamais vous voulez. Mais ça reste quand même convenable. N'a pas l'impression de tirer sur la corde ou de souffrir ou d'être exténué en sortant du boulot. Ça C'est reste génial. quand même convenable, en sachant que si jamais on est vraiment, vraiment sous-effectif parce qu'il y a des arrêts maladie ou parce qu'il y en a trop qui sont en mission, les médecins, en accord avec le cadre de santé et le chef de service, fermeront un petit peu les patients. Bon, je dis fermer, c'est-à-dire qu'ils diminueront un petit peu le nombre de rendez-vous posés. Et comme ça allégera un petit peu l'emploi du temps pour les malades. Mais non, on ne tire pas sur la corde, ça va, franchement, on reste c'est assez confortable. Bon bah Anne dit que c'est top et que ça devient rare et que donc du coup ça donne aussi envie de venir dans un système où les choses ont l'air de bien se passer et où vous travaillez dans des conditions qui sont bonnes. Exactement, oui. Je voulais vous remercier Nancy pour cet échange, pour nous avoir partagé tout votre chemin depuis la Guyane, tous les tests que vous avez fait avant de trouver votre voie et en manip radio et au sein du service de santé des armées. J'espère que vous, les jeunes, ça vous a donné envie de tenter l'aventure, de voir les opportunités. En plus, on a vu qu'il y avait potentiellement un financement à la clé. Donc ça, c'est aussi génial de pouvoir vous accompagner pendant vos études dans le civil. Et puis après, on peut intégrer le service de santé des armées. Je vous invite à aller échanger avec les 50 ambassadeurs du service de santé des armées qui sont présents sur Major Blessings. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Nancy. Un petit conseil peut-être pour les jeunes qui se posent la question et qui se demandent comment faire pour rejoindre le SSA ou qui hésitent avant d'y aller et sur lesquels vous avez peut-être un petit message à passer. Oui. En tout cas, pour commencer, merci beaucoup. Merci à vous, Émilie. Merci à tous pour toutes les questions et
répondu présent. Et non, alors, si j'ai un petit message, c'est qu'il faut essayer de dédramatiser le milieu militaire. Souvent, on appréhende beaucoup, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la dureté du travail, mais vraiment, c'est une bonne, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une famille et ça se passe très bien. On apprend plein de choses et on voit plein de choses surtout. On a l'opportunité de travailler avec, en collaboration avec plein de différents professionnels de santé. Et voilà, oui, je sais que l'uniforme peut être parfois impressionnant, mais on n'a pas sur le dos toute la journée. On reste quand même un hôpital, donc on reste quand même en blouse blanche. On le sort qu'à les grandes occasions. Super. Je voulais vous rappeler aussi que au sein du service de santé des armées, on recrute à la fois des médecins et des professions paramédicales. On a à la fois des manip radio, des kinés, des infirmiers, etc. Donc, si l'aventure proposée par Nancy vous tente, mais que vous n'avez pas envie d'aller sur manip radio, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et si manip radio vous a intéressé, le service de santé des armées recrute en ce moment. Il y a des postes ouverts dans le service de Nancy. Et aussi à Marseille, il y a d'autres endroits, donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà. Merci à tous. Encore merci à Nancy, merci Inès qui était avec nous à distance. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos webinaires. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.